Plus on est de fous, plus on lit. Un peu plus haut, un peu plus loin. Ici Marie-Louise Arsenault, toujours en direct du Studio 41 de Radio-Canada à Montréal. À la 60e minute de cette émission, nous accueillons avec beaucoup de fierté et de joie sur ce plateau le journaliste, auteur et professeur Marc Laurando. Bonjour Marc. Bonjour Marie-Louise. Collaborateur adoré de cette émission depuis presque nos tout débuts, en août 2011. D'abord, vous étiez un auditeur. Vous veniez nous voir dans le bureau alors qu'on était diffusé en direct le soir le lendemain pour nous faire des commentaires sur des segments que vous aviez pu écouter la veille. Je vous écoutais. Oui. Et par ailleurs, j'ai été invité à votre émission tout le long, mais pas avec une fréquence énorme, mais tout le long. Et je dois vous dire que je vous suis reconnaissant là, maintenant que ça se termine. C'est nous. Oui, c'est parce que vous m'avez forcé à lire des choses que je n'aurais pas lues spontanément. Ma toute première collaboration, c'était Walter Cronkite, son livre, une discussion là-dessus. Et une des dernières, c'était Cathy Couric, une autre chef d'antenne. Et avec votre épouse, oui, cette fois-là. Dussault. Mais de façon générale, même une brique, vraiment une grosse brique sur Napoléon, des choses sur la famille royale, bien sûr, plein de choses que je n'aurais pas approfondies. Ça a été utile pour mon enseignement, pour mes connaissances. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir fait lire ça. Vive les lectures obligatoires, Marc. Hein? Alors, on se fait un cadeau aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on en a envie avec Marie-France Lemaine, avec l'équipe de recherche, la super équipe de recherche de cette émission, de passer une heure avec vous, de parler avec vous de cette carrière remarquable que vous avez menée. Quel regard vous portez sur votre carrière aujourd'hui, Marc Laurando? Ça a été un virage. Ça a été de l'humour, de la scène, je devrais dire, au journalisme. Hein. Ça a été pas nécessairement facile. Alors, mais je le vois comme ceci. Je suis un témoin de mon époque. Parfois, un témoin de très près. Il y a des choses que j'ai vues que j'aurais pas dû voir et que j'ai racontées. Et puis, il y a des choses que j'ai vécues qui sont pas habituelles pour un journaliste aussi. Alors, écoutez, j'ai vécu l'époque Duplessis et je suis maintenant dans l'ère Legault. Alors, j'ai vu beaucoup de choses et suivi de très près la politique. Oui, alors, vous comprenez bien que c'est passionnant. J'en ai vu pas mal et je l'ai retenu. Bon, j'espère que vous allez nous raconter ce que vous avez vu, que vous n'auriez pas dû voir, Marc. On compte sur vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à tous ceux qui joignent à nous. Dites-nous tout. Marc Laurando, vous êtes né le 24 août 1939, quelques jours avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs, à Montréal. Vous avez grandi dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, d'une famille de 5 enfants, père, homme d'affaires, dans les assurances, et mère qui avait fait les beaux-arts, qui peignait votre mère. Elle peignait, mais elle dessinait. J'avais remarqué ça très jeune. Et évidemment, comme une mère qui a à s'occuper de 5 enfants, n'a pas beaucoup de temps devant elle, mais j'ai remarqué parce que moi-même, j'essayais de dessiner et j'étais à milieu d'être aussi talentueux qu'elle. Elle dessinait de façon fabuleuse et sans avoir jamais recommencé. Elle avait, comme on dit, le compas dans l'œil. Et ça, c'est un espèce de talent naturel que j'ai toujours admiré et qu'elle a gardé là, jusqu'à le temps qu'elle puisse encore dessiner. Là. Alors oui, ça, c'est une chose que j'admirais beaucoup. Famille aimante, Marc? Est-ce que vous avez été aimé? Ah, tout à fait. Oui, parce que j'étais le premier garçon. J'avais eu 3 sœurs dont je vous parlerai. Et oui, naturellement, le garçon était naturellement attendu. Et donc, mes 3 sœurs se sont beaucoup occupées de moi. A été choyée par les filles. Oui, on peut le dire comme ça. Et alors là, puis j'ai eu un frère par la suite. Oui. Alors, oui, famille diversifiée, aimante, et qui... il y a beaucoup de livres dans la maison. Ben oui, il y avait des livres chez vous, des encyclopédies notamment. Oui. C'est un classique. Je pense que beaucoup de vos invités ont dû vous dire ça. L'encyclopédie de la jeunesse reliée en cuir. Alors qu'on lisait sur le plancher ou le tapis, plus justement, du salon, alors qui éveillait notre curiosité. Là. C'est comme ça que j'ai lu Don Quichotte, que j'ai vu des inventions scientifiques auxquelles je m'initiais. C'est formidable. Et une famille aussi où on discutait beaucoup de politique. Mon père était un fervent de la politique et je me souviens qu'il y avait des discussions très, très fermes autour de la table, surtout le dimanche, autour de la salle à manger, et que
n'oubliez pas que j'ai vécu les années 40, donc Oui. le début de la guerre. Donc, les discours de Hitler, moi, je les ai entendus à la radio. Je trouvais ça absolument envoûtant. Oui, parce qu'ils étaient retransmis. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais je voyais là-dedans une énergie épouvantable. Et ma famille m'a vite fait de m'avertir que c'était un personnage absolument dangereux et contre lequel, à cette époque-là, tout le monde se mobilisait. Là. Donc, vous étiez sensible à son charisme, en fait, parce qu'il en avait du charisme, Hitler. Oui. D'ailleurs, si on compare à Poutine, faisons-le. C'est pas tout à fait hérétique de comparer Poutine à Hitler. Hitler avait au moins, son projet antisémite était horrible, là, mais une capacité inouïe de galvaniser les foules. Rien de tel chez Poutine. C'est tout. Il fait comme Staline. C'est quelqu'un qui est un homme de conciliabule et qui organise tout en coulisses et en secret. Pas beaucoup de charisme. Pas du tout, je dirais. Oui, une espèce de sphinx, maintenant. Staline, c'était comme ça aussi. C'était une image qu'on pouvait voir de loin, mais c'était pas un formidable orateur. Mais Hitler, oui. Alors, il y avait cette... on pouvait comprendre pourquoi il galvanisait les foules à une époque où les gens... le régime était déliquescent en Allemagne. Je pense qu'il n'y avait pas un gouvernement qui durait plus de 8 mois. On recherchait un point de stabilité, puis ça a été lui. À l'époque, évidemment, il s'est avéré très funeste pour l'ensemble de la planète. Monstrueux. Parce que les Japonais ont embarqué avec lui aussi. C'était la puissance de l'Axe. Tandis que Poutine, c'est plus sournois. Nettement plus sournois, mais tout aussi dangereux. Il ne faut pas se le cacher. Là. Et ce qu'on lui reproche, c'est exactement ce qu'on reprochait à Hitler, là, mis à part la question juive, c'est d'annexer des pays voisins unilatéralement. Et ça, c'est aussi horrible, même si ça ne s'est pas fait dans le même registre à l'époque. Pas de façon aussi rapide et implacable, mais c'est une vision qui se ressemble, en fait, certainement. Alors, revenons à votre enfance. Votre sœur aînée, Huguette Laurando, fera carrière, et les gens plus âgés qui nous écoutent l'ont très bien connue, sous le nom d'Amulette Garneau. On l'a vu dans Les Ploufs, dans la pension Velder. Elle était de la première distribution des Belles-Sœurs de Michel Tremblay en 1968. Quel genre de relation vous avez eu avec elle? Elle a eu de l'importance dans votre, dans l'aspect artistique de votre personnalité, Marc. Est-ce que je me trompe? Vous ne vous trompez pas. C'était une rebelle. Comme est toujours l'aînée de la famille. Oui, souvent. Je dis là, qu'Amulette, c'était un nom que lui avait attribué Jean Grimaldi, parce qu'en plus de jouer Volponné, des classiques, là, à l'époque, elle jouait aussi ce qu'on pourrait appeler du boulevard, du vaudeville à l'époque, et elle était dans la troupe de Jean Grimaldi, qui l'avait baptisée Amulette, mais sous l'inspiration de son premier mari, Sylvain Garneau, qui avait dédié un poème à Mulette. Mais c'est une autre interprétation qu'a donnée Grimaldi, si vous voulez, l'amulette, c'est-à-dire l'espèce de talisman qui vous protège. Alors, elle s'est appelée... réussi parce que c'est un nom qu'on a retenu dans l'histoire. Et comment? Oui. Amulette Garneau, donc, du nom de son Votre premier sœur. mari. Oui, le poète Sylvain Garneau, son premier mari. Le second, c'est Jacques Jouvy. Et donc, elle a amené à la maison, on était à l'époque de l'existentialisme, des barbus, des gratteux de guitare, du monde étrange, que mon père regardait de travers, d'ailleurs. Il ne trouvait pas ça correct, vraiment. Et moi qui me fascinais parce que c'était des créatifs, des originaux. Je me faufilais dans le sous-sol où ils se tenaient. Et je restais là pendant des heures à les observer, à les écouter. Oui, ça a été une influence. Et au niveau du théâtre, bien sûr. C'est ça, parce que vous commencez à faire du théâtre dès le collège, Marc Laurando. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans? C'est difficile à définir, mais c'est un art. Et c'est le fait de pouvoir jouer des personnages, de pouvoir un peu... la performance, le fait de pouvoir sortir de son train-train habituel et de pouvoir s'éclater dans divers personnages. Je l'ai découvert, savez-vous, que la première pièce que j'ai vue, c'était au Jésus. C'était Monique Mercure, qui était une amie de mon autre sœur, et elle jouait dans... c'était Le Roi Serre. Il y avait un plateau tournant. Et j'étais sorti de cette pièce en disant « Wow! » Ça, c'est inouï. Et il y avait des personnages, mais il y avait aussi un dispositif scénique qui était absolument éblouissant.
par la suite, j'étais au Collège Sainte-Marie et on avait un atelier de playwriting, on appelait ça comme ça, où on écrivait des pièces. Non seulement on jouait des bouts de classiques, mais on apprenait à écrire du théâtre. Et donc, vraiment, là, à partir de l'âge de, je vous dirais, 16 ans, j'ai commencé à jouer, là, mais vraiment en faire ma principale activité parascolaire. Oui, tout parce à fait. que vos études vont être importantes aussi. Vous allez faire des études de droit et de sciences politiques. Vous avez fait l'examen du barreau. Oui. Marc oui, Laurando, tout à fait. qu'est-ce qui vous attirait dans le droit quand vous étiez un jeune homme? D'abord, l'aspect philosophique du droit, le fait que c'est un métier quand même qui se fait relativement sur la place publique. Oui. Et moi, j'étais attiré par le droit constitutionnel, où c'est l'avenir d'un pays là, qui peut se dessiner, et le droit criminel aussi, parce que ce sont les libertés fondamentales qui se décident si on acquitte ou on condamne un individu. L'avocat est le dernier rempart, moi je crois encore ça, là, du citoyen. Et donc, cette vision des choses m'attirait. Mon grand-père maternel était avocat. Oui. Mon parrain, mon oncle, était aussi avocat. C'était une détermination. C'était plus qu'un atavisme, c'était une détermination. Là. C'était clair que j'allais vers ça. Mais en même temps, j'avais une autre passion, que vous devinez, et qui était un peu inspirée par ma sœur. Je la vois jouer au théâtre. Bientôt, je l'ai vu à la télévision par la suite. Alors, j'étais fasciné par ça aussi. Là. Ça explique très bien ce que vous allez devenir rapidement dès vos études. Vous allez faire partie de ce groupe, Les Cyniques, dont on a abondamment parlé dans les médias. Il y a eu un documentaire réalisé par notre collègue bien-aimé Mathieu Beauchamp. Il y a eu beaucoup d'entretiens autour de ce groupe culte. Marc Laurando, littéralement, qui sont nés, vous l'avez déjà raconté, dans le contexte universitaire. C'est Bernard Landry, avez-vous déjà dit, qui vous avez vu faire des monologues. Vous avez commencé à faire ça seul. Oui. Et qui vous demande à vous de faire un monologue dans le cadre d'une soirée universitaire. Vous faites un mélange de deux émissions de l'époque très populaires, La Lutte et Le Chapelet en famille, lors d'une soirée étudiante. Ça marche complètement, sauf que ça crée une controverse. Oui, Marc. oui, exactement. Ce que vous dites est très juste. C'était au centre communautaire, comme ça s'appelait maintenant, centre social à l'époque. J'étais sur scène et c'est un monologue que j'avais fait une fois à la butte à Mathieu. Et ça avait eu un succès bœuf. Il avait entendu parler de ça, Landry. Oui. Il dit, pourrais-tu faire ça pour... Landry était mon président de faculté en droit. Et il me dit, pourrais-tu faire ça pour les étudiants du prêt d'honneur, dont il était aussi le président? Alors oui, j'accepte. Mais comme vous dites, ça rit beaucoup. Et ma philosophie, c'était que, à l'époque, si vous les avez pas fait rire au bout de la 6e minute, vous êtes perdu. Ah, ça, c'est sûr. Parce qu'un public étudiant, ça chahute, ça se décide vite. Alors, il fallait que dans les 6 premières secondes, je les ai fait rire une première fois. Les 6 premières secondes, pas les 6 premières minutes. Oui, c'est ça, je me disais 6 minutes non, sans rire, ça me c'est long. Non, vous avez raison, c'est un lapsus de ma part. Dès le départ, Fallait que ça rie dans les 6 premières secondes, parce que si vous n'avez pas fait ça, ils ne vont pas vous écouter pour la suite. Il va y avoir une rumeur. Et ça, c'est dur. Alors, il fallait non seulement les faire rire au bout de 6 secondes, mais dans les secondes subséquentes, faire une empilade, là, les faire rire encore. Et là, on les a jusqu'à la fin à ce moment-là. Alors, pour ça, il faut avoir un sens du timing aussi, là, ça joue. Alors, oui, ça a marché, il y a eu beaucoup de bonnes réactions, mais il y en a eu qui, venant de curés, de gens qui étudiaient en sciences religieuses sur le campus et qui m'ont abreuvé d'injures et de lettres dans les journaux. Mais Bernard Landry, qui, à l'époque, m'avait demandé de faire ça, lui, m'a défendu. C'est-à-dire qu'il a répondu à ces lettres-là, mais c'est un homme de grande culture, en citant Rabelais. Et il disait, je le cite, Rabelais était lui aussi beau débrideur de messe, c'est une expression archaïque, et il se moquait des curés aussi, disait-il, en substance. Là. Et il n'y a pas de quoi s'énerver là, avec ça. Alors, par la suite, bien sûr... j'ai continué à faire des monologues. Et puis, j'ai retrouvé des camarades de Sainte-Marie avec lesquels j'avais fait des spectacles, la société artistique. Et jusqu'à ce que, j'espère que je ne précède pas vos questions, Denis Arcand me dit, écoute, il était président de la société artistique, donc s'occupait du cinéma, des ateliers de théâtre. T'es bien engagé. Ah oui. Ah, oui. Il était bon dans tous les arts. Il était formidable sur scène. J'avais monté 12 hommes en colère pour la faculté de droit et je lui avais confié le premier rôle.
Il était bon. Qu'il a joué avec une très, très grande efficacité. C'était, on s'en souvient pas, mais on devrait. Arcan était un formidable comédien. L'expression vocale, l'aspect visuel, formidable. Et par lui, la suite, un rapport dans la création des ciné, qu'est-ce qui va se passer? Bien, le rapport, c'est qu'il me demande, il dit, écoute, il y a un film le samedi soir en haut à l'auditorium, et si après, tu organisais une troupe de comiques pour faire des spectacles sur scène, et à ce moment-là, ça serait la deuxième partie de la soirée. Et là, je pense qu'on aurait quelque chose qui marcherait et qui attirerait beaucoup de monde. Là. Alors, oui, j'ai accepté. Et donc, j'ai recruté... Serge Grenier, Marcel Saint-Germain, André Dubois, qui vont devenir vos collègues dans les cyniques. Oui, dans la partie un peu plus longue. Oui. Arcan lui-même a participé à des numéros. Je ne l'ai pas dit souvent, mais il a fait des numéros aussi. Denis Arcan avec les cyniques. Oui. Jusqu'à ce qu'il nous quitte pour l'ONF, parce qu'à l'époque, il voulait faire du cinéma. Alors, il était plus effacé. Même les premiers spectacles, il faisait nos éclairages. C'est pas compliqué. Dans des salles comme à Québec, même à la Comédie canadienne où on a joué. Alors, oui... notre groupe a été jusqu'à 18 là, à une époque. Il y avait des gens connus, un ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Gay, François Cousineau, l'excellent musicien. Oui? Oui. Plein de monde un beau grand champagne, pas le beau grand champagne, l'ancienne présidente de Télé-Québec, grande journaliste aussi. Ben oui. Plein de monde talentueux. Mon Dieu, je l'ai vu récemment. Alain Cousineau, qui est président de l'Auto-Québec. Oui, je recrutais partout sur le campus et dans plusieurs facultés. Merveilleux. Et alors, on est tombé à 4 à un moment donné parce que c'est nous qui investissions le plus et qui avions le plus de numéros et qui pouvions avoir une équipe mobile pour aller dans les boîtes à chansons. Et voilà, ça. dès 61, les cyniques existent. Vous avez 22 ans. Et 2 ans plus tard, vous commencez vraiment à donner des entretiens, à être accueillis par les médias. Entre autres, les cyniques s'en prennent à ceux qui détiennent le pouvoir, le clergé, les dirigeants. On va vous écouter dans un des monologues les plus célèbres, le cours de sacre, Marc Laurando. Usagers de la langue française, restons unis, lâchons des sacres, lâchons les biens. Esthètes qui goûtez l'art sacré, voici pour vous l'art de sacré. Tout d'abord, les fautes de la semaine. Supposons que vous vous promeniez dans les Alpes suisses en compagnie de votre bon ami. Ne dites pas « Hasta une creste de belle montagne ». Dites plutôt « C'est une calvaire de belle montagne ». Sacré juste. En vous baladant à Versailles en fin d'après-midi en regardant les grandes eaux, ne dites pas « Hasta une calvaire de belle fontaine ». Dites plutôt « C'est une baptême de belle fontaine ». Dans quelques soirées mondaines, en dégustant un Beaujolais ou un Saumur rosé, ne dites pas « C'est un cresse de bon vin ». Dites plutôt « C'est un colis de bon vin ». Comme il est bon de pouvoir ainsi boire. Il y a même un jeu de mots, là, Marc Laurando. Il y a plein de jeux de mots. On en faisait beaucoup, là. C'était de nos... Oui, puis vous vous en preniez beaucoup au clergé, au pouvoir, en fait, aux organes de pouvoir, Marc Laurando. On a l'impression que c'est moins fréquent chez les humoristes actuels, ça, de s'en prendre à ceux qui détiennent le pouvoir. Pourquoi c'était possible à l'époque et que c'est moins fréquenté aujourd'hui, à votre avis? C'était le sujet chaud. Ça nous inspirait, étant donné notre formation à tous les 4. Autre dimension aussi, on s'en prenait aux mœurs, parce qu'on savait très bien que dans la vie privée, les gens utilisaient le sacre, mais c'était honteux, c'était caché. Et le fait de le dévoiler publiquement sur scène, avant l'Hostie de Charlebois, je le précise, et avant Michel Tremblay aussi, sur une durée aussi longue, le cours de sacre, comme c'est quand même 5-6 minutes, là. Alors, oui, il y avait une certaine audace là-dedans. Transgression. Et les gens, oui, mais c'est bon que l'humour soit transgressif. Et je vais en venir à votre question. Et donc, pour le faire, il a fallu l'endisquer à un moment donné. J'ai donc dû consulter un de mes anciens professeurs de droit, d'ailleurs, qui était un grand juriste, devenu juge par la suite, pour lui dire, est-ce qu'on peut mettre ça sur disque? Ça va être épouvantable. Il existe le libelle blasphématoire. Non, c'est pas ça. Un blasphème, c'est autre chose. C'est le fait de maudire Dieu, etc. C'est l'utilisation de sacres, des objets liturgiques, mais vous ne serez pas poursuivi pour ça. Bon, rassurez. Pourquoi s'en prendre au pouvoir? Bien parce que c'est ce qui était intéressant. Si vous vous en prenez uniquement
aux paumés, aux gens qui sont faibles. déjà à terre, ben, c'est moins intéressant. Et c'est ce que les gens ont remarqué dans l'humour que nous avions. Par rapport aux autres générations qui nous avaient précédés, je ne dis pas que c'était pas bon, là. Paul Berval, Jacques Normand, à leur manière, étaient excellents. Mais les gens avaient le goût, au moment de la Révolution tranquille, de quelque chose d'un peu plus corrosif, d'un peu plus mordant. Et donc, ça tombait en plein dans le mille et on a hésité. Est-ce qu'on va rester dans ce métier-là? Et il y a un médecin qui nous a écrit une fois, un médecin très, très connu, qui nous a dit, vous ne voulez pas redevenir être avocat? Ça n'a pas de bon sens. On a plein d'avocats, mais des humoristes comme vous, c'est une longue lettre qu'il avait écrite, on en a besoin. Alors, c'est un peu ça. Alors, et évidemment, on se moquait du pouvoir du cardinal Léger. Mon collègue Dubois imitait Jean Lesage, Oui. Daniel Johnson, Louis Saint-Laurent, tous les gens de la classe politique. Et j'ajouterais un raffinement, savez-vous, il imitait les éditorialistes. Ça n'avait jamais été fait. André Laurando, Claude Ryan, plus tard, Pierre Trudeau. Alors, ça n'avait pas été fait. On a même joué au Casaloma et entendre la voix d'André Laurando et de Claude Ryan dans le Casaloma, ça s'était jamais vu. C'est clair. Alors, mais c'est ça. On s'en prenait au pouvoir clérical. Les gens nous ont beaucoup retenus pour ça, mais aussi au pouvoir politique. Absolument. De toutes sortes de manières, Oui. avec des gags, des numéros, des imitations. C'était notre cible. C'est générationnel aussi. Les cyniques vont s'arrêter d'ailleurs en 1972. Vous avez continué vos études tout au long de l'existence des cyniques pendant cette dizaine d'années-là et vous déposez votre mémoire de maîtrise en sciences politiques et en droit sur le FLQ, le Front de libération du Québec. Elle va être publiée, ce livre, ça va devenir un livre, Les Québécois violents, Marc. Alors, expliquons les gestes violents du FLQ. C'est votre génération. Ce sont des gens de votre génération. Le FLQ qui va être fondé en 1963. Vous avez 24 ans, vous, en 63. Le FLQ a surtout organisé ses activités à partir de Montréal. Les FLQistes prônaient une insurrection d'inspiration socialiste, le renversement du gouvernement du Québec, l'émancipation des Québécois face au Canada et l'établissement d'une société de travailleurs. Frappe pour la première fois le FLQ dans la nuit du 7 au 8 mars 1963. Ça va durer jusqu'à la crise d'octobre. 6 victimes officiellement. 6 personnes qui vont mourir, plus de 200 attentats à la bombe entre 1963 et 1970. Aujourd'hui, on dirait que c'était des terroristes, Marc, les membres les plus violents du FLQ. Comment vous expliquez que cette génération-là est allée jusque-là, Marc Laurando? C'est la vôtre, c'est votre génération. Oui, 63, oui. Nous, on cherchait. Je parle les cyniques, là, je vous parle parce qu'en 63, c'est ce que j'étais. Et on cherchait, et on faisait des numéros sur scène, d'ailleurs, où il y avait on reprenait le mot de la police, terroriste, et il y avait une séance de torture où on tentait de lui faire avouer des choses. C'était des choses qui étaient dans les journaux, Oui. là. Et disons que la police, dans les débuts, a très mal réagi. On les a tenus incommunicado, sans le soutien de leur avocat. Et puis, apparemment, il y a eu de la torture. Jacques Langteau pourra en témoigner Oui, de ça, bien sûr. parce qu'il était un Oui. de la première Oui. vague. Mais la violence qui habite ces jeunes Oui. hommes-là, ce sont des jeunes hommes. Comment on l'explique avec le recul, Marc Laurando? On l'explique par l'impatience, par le fait que ça bougeait pas assez vite. Et je crois que sur le fond, ce qu'il disait, c'est que la classe politique nous promet des réformes, mais ne les fait pas assez vite. Et il y avait une montée du nationalisme. Le nationalisme... Partout dans le monde, en Afrique notamment. Oui, la décolonisation. Ouais. Et il y a une montée du nationalisme. Et là, je vous explique un peu la thèse qui était celle de mon mémoire et de mon livre. C'est que ces gens-là ne trouvaient pas que ça n'allait pas assez vite. Et ils avaient quand même des exemples sous les yeux. Tout part, et ça nous branche à une actualité récente, là. Le président des chemins de fer nationaux, Donald Gordon, déclare... écoutez, je n'ai pas de vice-président canadien-français dans notre organisme parce que je n'ai pas trouvé de Canadien français assez compétent pour faire ça. Là cette phrase-là a vraiment allumé le feu. Oui. Le FLQ chaude les péripéties, là, mais c'est quelques semaines après que naît le FLQ. Il y a eu d'abord une espèce de réseau de résistance qui lançait des cocktails Molotov dans la vitrine de CJD, un poste de radio un peu inflammatoire, là. Et il y a ça, et... savez-vous qu'un des grands organisateurs de la manif pacifique, celle-là,
devant les chemins de fer nationaux. C'était Bernard Landry aussi. Alors, le milieu étudiant était choqué de ça. La population en général, les nationalistes, etc. Il y a le RIN, si vous voulez, l'aile pacifique, l'aile démocratique du mouvement indépendantiste se forme à ce moment-là. C'est ça qui allume le feu. Alors, ces jeunes-là, c'était des jeunes impatients. Et ce que j'ai voulu faire, parce qu'à l'époque, ça n'avait pas été fait, sauf il y avait un psychiatre, le docteur Morph, qui avait dit ils avaient comparé des nazis. Je trouvais qu'il fallait approfondir plus que ça, là. Ils avaient des motivations véritablement politiques. C'était une violence d'inspiration politique. Et c'était des gens plus scolarisés que la moyenne. C'était pas des criminels ordinaires dans la plupart des cas. Là. Ils n'avaient pas de dossier judiciaire. Ils faisaient pas ça pour leur propre profit. Je sais qu'une partie de la population, et même des gens qui m'écoutent actuellement, réprouvent totalement ça. Mais ils le faisaient pour des motifs politique. Ils ne le faisaient pas pour... il y a eu des explications psychologisantes là, pour accroître leur ego, etc. Non, ils étaient vraiment motivés. Là. Si on lit les articles de la cognée, si on lit les communiqués, il y avait... il remplissait une sorte de vide. Là. Il manifestait l'impatience. Et savez-vous que ça a brassé? Lester B. Pearson, quand il a vu ça, il a créé la commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Il y a eu tout ça là, qui s'est ensuivi. Donc, ça a engendré un mouvement qui va mener peut-être plus tard à l'élection du PQ, mais c'est une période passionnante. Marc Laurendeau, vous dites, j'ai été témoin de beaucoup de choses. Grâce à l'âge que vous avez, à l'époque que vous avez connue, c'est la Révolution tranquille. D'ailleurs, 1973, vous avez 34 ans. Là, vous opérez un virage. Ça vous fait rire. Parce que vous allez devenir journaliste après avoir été très connu comme humoriste. Là. Vous êtes allé jusqu'au Bye Bye. C'est l'émission la plus regardée encore aujourd'hui, puis ça l'était à l'époque, certainement. Vous entrez au Montréal Matin, vous. Oui. Éditorialiste dès 1914 et éditorialiste en chef dès 1975. Vous me direz, c'est une époque où on donnait des chances à des gens. On le fait peut-être moins rapidement aujourd'hui, mais quand même, comment vous avez opéré le virage? Comment vous avez réussi à vous faire prendre au sérieux, en fait? C'est ça la question, Marc. Ça n'a pas été facile. Les journalistes, il y a plusieurs voies mènent au journalisme. Et au début, c'était des gens qui apprenaient sur le tas. Donc, qui se ramassaient dans une salle de rédaction, qui était un peu paumé, qui apprenaient le métier. Par les études, je crois que j'ai un peu sauvé les étapes, c'est-à-dire que je pouvais en tout cas faire de l'analyse. J'en avais encore à apprendre comme journaliste, là, comment faire une entrevue, comment bien traiter les faits, etc. Et comme vous dites, ça n'a pas été facile parce que les gens avaient encore en tête et dans leurs oreilles nos disques qui restent comme témoignages. D'ailleurs, c'est l'aspect le plus marquant, je crois, dans notre carrière, parce que ça a resté, ça joue, puis on entend les rires, etc. Puis on a gagné des prix pour chacun de ces disques-là. Alors, donc, les gens avaient en tête ma voix, peut-être certaines expressions sur scène. Et là, il fallait faire oublier ça. C'est ça. Vous passez par l'écrit, mais on vous confie des postes importants d'éditorialiste, donc un vrai regard sur l'actualité. C'est comme ça que vous allez entrer dans le journalisme. Hein. Vous allez travailler à la presse de 1978 à 1988. Vous êtes chroniqueur, analyste politique. Vous allez faire de la télévision aussi assez rapidement, des éditoriaux après le bulletin de nouvelles à Télémétropole. Marc Laurendeau. Oui, je faisais des éditoriaux. Ah oui. Une fois, d'ailleurs, c'est une anecdote que je vous raconte. Oui, allez-y. Jacques Parizeau avait passé sa taxe, son exemption de taxe. Ministre des Finances. Oui, il était ministre des Finances, il avait passé. Il avait joué un tour à Jean Chrétien. Il avait aboli la taxe sur les vêtements et sur d'autres items. Et on savait que je faisais cet éditorial. Je n'étais pas le seul. Il y en a un éditorialiste tous les jours, mais moi, à cette époque, je représentais le Montréal Matin, puis je faisais un éditorial là. Je reçois un appel de Jean Chrétien qui il veut m'expliquer son point de vue. Je l'ai écouté sur ça. Puis il savait que je n'étais pas parlé de ça. Là. C'était le sujet au Québec. Et alors... Oui, c'était, comment dirais-je, une tribune qui était importante à l'époque, malgré tout, que d'avoir, dans le bulletin de nouvelles, assez écouté, un éditorial. Et donc, on avait le temps de structurer notre point de vue, on avait le temps d'y réfléchir un peu, et puis souvent de réagir à chaud. Je me souviens que quand Pierre Trudeau, à l'Arena Paul Sauvé, a dit « Nous mettons nos sièges en jeu », vous allez voir qu'il y aura du changement, etc.
Le soir même, parce que c'était à 10 heures, je suis allé un petit peu plus tard dans le bulletin, faire le commentaire sur ça, sur cette phrase-là. C'était presque l'époque des réseaux sociaux. Quand vous dites à chaud, hein? Mais c'est une énorme responsabilité qui va faire rayonner votre carrière. Par exemple, par la suite, vous allez faire aussi de l'animation. À Télémétropole, vous prenez la relève de Solange Chaput-Roland, l'animation de l'émission Les gens qui font l'événement. Marc Laurando, dans le cadre de ses fonctions de journaliste et d'animateur, vous allez interviewer les grands acteurs importants de l'époque. Là. René Lévesque, parlons de lui. Vous l'avez côtoyé aussi à l'époque où il était journaliste, je crois, avant qu'il devienne politicien. Comment on explique la place qu'il a pris dans l'imaginaire collectif au Québec, un tel personnage? Ah, ça maîtrise. D'abord, tout ce qu'il a appris, il l'a appris comme journaliste, comme correspondant pour les Américains. Il était une espèce d'agrégateur d'informations en français pour les Américains, pour l'armée américaine. C'est la guerre de Corée. Tout jeune. Oui. La guerre de Corée, non, ça vient après. Ça, c'était la Seconde Guerre mondiale. La guerre de Corée, il est correspondant en bonne et due forme pour Radio-Canada. Mais il a appris son métier. Et des gens qui le connaissent le décrivent comme quelqu'un d'immensément curieux. Quand il va dans une ville comme New York, il achète des journaux, il achète tous les journaux, il lit ça dans sa chambre. Il ne va pas se promener, lui, là. Il dit, quand je veux parler d'une chose, mon devoir, si j'informe les gens, c'est d'être moi-même informé. Alors, et c'est un adversaire, plus tard adversaire, Gérard Pelletier, qui le dit. Alors, il était consciencieux, il passait bien la rampe. Les gens de Radio-Canada l'avaient placé à point de mire tard le soir parce qu'ils disaient, c'est pas une image tout à fait qui passe bien. Eh bien non, c'était naturel. C'est extrêmement populaire, hein, son affaire. Oui, il fumait des cigarettes. Il y avait des phrases qui finissaient plus, des parenthèses interminables. Mais il communiquait bien d'une manière non traditionnelle. Et ça, c'était sa force, immense force pour avoir été un spectateur assidu de point de mire. Écoutez, on avait l'impression de se faire parler de la guerre d'Algérie, de Mao, de quel autre problème? D'ailleurs, il était persona non grata en Algérie à cause des reportages qu'il avait faits sur ça. Il nous parlait aussi de l'Égypte, parce qu'il y a eu un coup d'État en Égypte. Et puis, Nasser a pris le pouvoir. Puis, c'était la crise de Suez, une de ses premières émissions. La crise du canal de Suez. Voilà, c'est ça. Il était bon pour expliquer. Et je vous le dis, on écoutait ça. J'étais collégien à l'époque, puis au début de mes études de droit. Non, même pas, collégien. Et on en ressortait en se disant, « Wow, j'ai enfin compris. » On avait l'impression d'être plus intelligent. C'est un grand un pédagogue, un communicateur qui prenait les gens comme étant des gens intelligents. Ça se faisait beaucoup à la télévision publique à l'époque. Vous allez interviewer Pierre Elliott Trudeau, Robert Bourassa. Bon, quand on dit aujourd'hui que les politiciens n'ont pas la même dimension que ces personnages-là, est-ce qu'on a raison? Qu'est-ce qui a changé, Marc Laurando? C'est difficile parce que c'est ça, on va dire que je suis un peu nostalgique de personnages plus grands que nature, mais c'était quand même une période privilégiée. Même François Legault, actuel premier ministre, a commencé son premier mandat en citant René Lévesque. Et pourquoi pensez-vous qu'on a élu, dis-je plutôt, qu'on a élu Justin Trudeau? C'est en souvenir de son père. Et les deux hommes étaient exceptionnels, pas pour les mêmes raisons. Lévesque, c'était la dimension affective. Oui. Il était fort sympathique, communiquait bien, il y avait une empathie, hein, la fameuse phrase « Si je vous ai bien compris, à la prochaine ». Phrase douloureuse d'ailleurs. Et Trudeau, on l'admirait plus pour son intellect, dis-je plutôt, sa prestance, ses connaissances. C'était presque un aristocratique. Oui, tout à fait. Ouais. Et Bourassa, on l'admirait aussi à cause de ses connaissances en économie. C'était une autre dimension. C'était des gens d'envergure. Et je crois que c'était une période bénie pour ça. Je ne pourrais pas vous tenir le même discours à l'égard de Duplessis. Peut-être Georges-Émile Lapalme, tenez. C'était un grand leader, celui-là. Duplessis, c'est un populiste. C'est un populiste. Il avait des côtés... son nationalisme était un peu étriqué. C'était un nationalisme de conservation. C'est-à-dire, face à Ottawa, donnez-nous notre butin. Ça c'est une négociation constitutionnelle. Et aussi, la langue gardienne de la foi. Il s'appuyait beaucoup sur le clergé. C'était un nationalisme qui ne nous faisait pas aller plus loin. Le nationalisme de Lévesque et, je dirais aussi, de Bourassa, sous des formes différentes, c'était de dire, oh là, c'est bien beau là, de conserver le passé,
mais il faut que ça nous fasse avancer. Pour l'évêque, c'était de nouveaux pouvoirs, plus de propreté, hein, parce qu'aussi, chez l'évêque, ce qui était primordial, bien avant la loi 101, c'était la propreté des mœurs politiques. Ça, pour lui, d'ailleurs, c'est ça qui aurait dû être la loi 1 ou la loi 101, à ses yeux, et non pas la loi 101. Et pour Bourassa, c'était l'économie, c'était pour le sage, c'était aussi des gains en termes de pouvoir. C'était la Révolution tranquille, la caisse de dépôt. Il y avait et de la placement. vision, Marc, il y avait une vision. Oui, C'est ça. je pense que vous l'avez, la réponse. C'était des gens qui avaient de la vision, une force de caractère. Et si on compare à Duplessis, c'est que rendu après 20 ans de pouvoir, ou presque, ça commençait à être un peu étriqué. Oui, ça commençait à être un peu étriqué de se faire dire que la province de Québec est celle qui a le meilleur système d'éducation. On savait que c'était totalement faux. Les artistes du refus global, en tout cas, étouffaient vers 48. Et les gens de la classe politique ont dit non, là, ça nous prend autre chose. Et c'est Georges-Émile Lapalme, avec son équipe, qui a refait le programme du Parti libéral, qui a lancé la Révolution tranquille. Alors, là-dedans, par la suite, il y a l'évêque qui s'est greffé à ça, qui était convaincu que la nationalisation de l'électricité était l'affaire à faire. Et il a fallu tordre le bras à Jean Lesage pour que ça se fasse. Il ne voulait pas au début. Et avec la complicité de Lapalme, ils y sont arrivés, ils l'ont fait. Et il a été tellement bon. J'ai été témoin de ça. Il s'appuyait sur les groupes de pression, sur les dirigeants financiers. Il était partout, l'évêque, avec son tableau sacré, pour expliquer ça. Savez-vous que s'il avait été aussi présent durant le référendum de 1980, il aurait pu au moins contrer la machine du fédéral qui était forte. On savait qu'ils allaient gagner. Oui. Mais, on promettait aux gens de retirer leur pension. On a fait peur. C'est l'artillerie lourde, là. Et il aurait pu au moins contrer ça. L'ardeur qu'on a vu l'évêque manifester en 62 est inouïe. Incomparable avec le référendum où il était bien occupé à faire fonctionner son gouvernement avec les réformes. C'est ça, il était au pouvoir. C'était peut-être plus compliqué comme premier ministre. Il était présent, mais c'était d'autres qui menaient la barque, en gros, pour ça. Marc, vous commencez la fameuse revue de presse. Vous allez faire ça pendant 22 ans. D'abord avec Joël Le Bigot, puis 13 ans avec René Aumirois, assez bien meilleur le matin. Pourquoi vous avez aimé faire ça? Parce que ça nous permet de transmettre aux auditeurs pas juste sa propre opinion, mais les divers courants d'opinion, parce que j'écrivais dans le Montréal Matin, puis dans la presse ensuite, mais de tenir compte, ça permet de tenir compte des différents courants d'opinion qui se présentent et de livrer ça aux auditeurs pour qu'ils se disent « Ah oui, il y a ça aussi ». Puis il y a ça. Alors, de leur donner une phrase... Bon, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est une institution radio-canadienne. Je pense que les premiers ont été, je sais pas, Claude Bisaillon, etc. J'ai remplacé Armand de Saint-Jean aussi. Là. J'ai le goujon chaud des noms, mais j'ai aimé faire ça. Je détiens le record de longévité. 22 ans! Oui, c'est ça. Mais j'adorais faire ça parce que en réalité, c'est comme un cours. On transmet à l'ensemble des auditeurs la vastitude, si je peux employer ce mot, qui fait un peu Ségolène Royal, la vastitude des opinions sur un sujet. Et de manière à ce que le débat, ça soit un débat éclairé qui se fasse. D'autant plus intéressant à notre époque. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Marc Laurendeau. Ça fait grand plaisir. Top 3. Nous sommes en compagnie de Marc Laurendeau, que nous aimons d'un amour inconditionnel avec l'équipe de Plus on est de fou, plus on lit. Marc, pour compléter cette heure passée avec vous en direct, on vous a demandé de choisir 3 grands moments que vous avez vécus dans le cadre de votre travail de journaliste. Le journalisme étant la grande passion de votre vie, je crois. Je crois que je peux dire ça sans me tromper. Alors, vous avez choisi 3 moments. La période Bourassa-Lévesque, surtout celle entre 1973 et 1980. On vient de comprendre pourquoi. Oui, j'ai fait le portrait des 2 hommes un peu en improvisant avec vous, mais c'était une période où il y avait du changement. N'oubliez pas que Bourassa a quand même amené le livre blanc sur la justice, l'assurance maladie. Il y avait une dimension social-démocrate chez Bourassa et même nationaliste avec la loi 22 sur le français. Et l'évêque, évidemment, son premier gouvernement, ça a été une série de réformes, le zonage agricole, la loi 101, la loi sur l'assurance automobile, en plus d'avoir un des cabinets les plus scolarisés de toute l'histoire du Québec. C'était très impressionnant, effectivement. Deuxième moment très important, les négociations autour du lac Meech.
gauche entre 1990, vous alliez jusqu'à 2015, 2015, toutes les négociations autour de la Constitution canadienne. Vous n'êtes pas le seul à dire ça. Chantal Hébert nous a raconté que c'était une période passionnante pour elle aussi. Oui, parce qu'on se demandait ce qui était pour en sortir. Puis il y avait des véritables propositions qui étaient faites puis qui avaient du bon sens. Écoutez, la société distincte, à mes yeux, ça aurait pu changer la dynamique parce qu'elle aurait été incluse dans le préambule de la Constitution. Et là, on aurait interprété tout en fonction, tout ce qui heurte la Constitution ou qui, au contraire, est en accord en fonction de ce préambule. Mais à partir du moment où ça devient une motion, là, comme ça a été sous Harper, c'est beaucoup plus secondaire. Ne serait-ce que ça. Et donc, à un moment précis de notre histoire, après qu'il y ait eu cet échec, n'oubliez pas que le Québec n'était pas inclus dans la Constitution et que Mulroney va vouloir faire entrer le Québec dans l'honneur et l'enthousiasme. Oui. Bien, là, on avait une chance. Et ça a été sabordé. Ça a été sabordé à la fois par Clyde Wells, qui, lui, n'a même pas soumis aux voix de sa députation le projet, un peu par Trudeau, Pierre Trudeau, dis-je bien, qui a sorti l'artillerie lourde, là, face à l'entrevue qu'il a faite vis-à-vis de Madeleine Poulain. Il allait s'entendre qu'elle n'avait pas une grande connaissance des choses constitutionnelles. Il savait qu'elle avait été correspondante à Paris. C'est très en bas de la ceinture, là, c'est de faire ça. Et puis, l'article dans les journaux où il traitait Mulroney de pleutre. Vous alliez dire, Marie-Louise. Non, j'allais dire, c'est un peu misogyne aussi de faire ça à une journaliste femme. Hein. C'était une méthode, j'imagine, qui pouvait peut-être assez courante à l'époque, de certains politiciens. Donc, ça n'a pas marché. Et puis, l'idée d'indépendance, puisque ça n'a pas marché. Entre parenthèses, j'ai animé un droit de parole à Télé-Québec, vous savez, cette émission. Parce que vous avez été longtemps à Télé-Québec aussi. Oui, c'est vrai. Ma conjointe a animé le plus longtemps, savez-vous, droit de parole. Et là, Claire Lamarche quittait. Puis il y avait un intérim, là. Alors, comme je venais de quitter Télé-Québec, on m'a dit, peux-tu animer cette soirée où vraisemblablement Mitch va échouer. Oui. Ce que j'ai fait, ça a été une formidable expérience. Ça a été la seule et unique fois où dans une foule en studio, j'ai animé droit de parole. Tout comme, je vous rappelle aussi, Trudeau, la veille du référendum de 80, c'est quand même un moment historique. La veille, les gens qui font l'événement, ça passait à 11h30. Oui. J'avais invité Trudeau. Les péquistes étaient furieux contre moi, mais j'avais eu l'évêque puis les autres avant. Il fallait bien avoir Trudeau, bien sûr. Oui. Ouais. Pour lui demander, la veille du référendum, si c'est un oui, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-nous-le. C'est la question. Oui. Alors, ça avait été une formidable expérience aux gens qui font l'événement. Une autre aussi, ça avait été... Il y avait un otage, un nommé John Graves, qui avait été enlevé à Téhéran. Et Anne-Marie et moi, Anne-Marie était recherchiste pour l'émission. Oui, c'est comme ça que vous vous êtes connus, d'ailleurs. Oui, elle avait remarqué qu'il y avait des otages qui parlaient français. On les a fait venir à l'émission. Ils nous ont dit c'était deux femmes, la mère et la fille, ce qu'elles ressentaient de cet enlèvement. Par la suite, c'était une émission qui a marché, ça. On a contacté, quand les otages ont été libérés, John Graves, et je suis allé à Washington pour TVA, enregistrer sur place, dans sa maison, John Graves, pour qu'il nous raconte sa détention. Il avait pris, puis ça avait été tragique là, et très dur à vivre, je crois qu'il avait pris des paquets de cigarettes où il avait noté en écriture miniature toutes ses journées. Il dit, je vais vous laisser regarder ça, mais pas plus de 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, il était venu me le reprendre. C'était trop précieux comme objet. Importants. Alors, il a raconté sa détention. Ça a été parmi les belles expériences. Mais je reviens à Mitch, au fond. C'est une occasion ratée et qui aurait pu, à ce moment-là, concilier. On s'est rendu jusqu'au référendum. Et là, à cause d'une malheureuse phrase de Jacques Parizeau, parce que beaucoup croient, dont Benoît Pelletier, que s'il n'avait pas prononcé cette phrase... Le vote ethnique et l'argent. Oui. On a perdu. Oui, mais si le vote était suffisamment fort pour qu'on puisse faire un an après ou 2 ans après
un autre référendum où on aurait changé la proportion. Puis c'était plus possible, le parti était divisé, c'est inimaginable à ce moment-là. Ben, alors voilà une occasion qui a été ratée. Et un sujet passionnant pour le journaliste que vous êtes. L'autre grand moment de votre carrière, ce sont les transformations avec la chute de l'Empire de l'URSS, la glasnost, la perestroïka. Vous êtes à Moscou en août 1991, Marc Laurenteau, au moment du coup d'État qui va renverser Gorbatchev. On avait oublié ça, qui va mener à l'effondrement de l'Empire de l'URSS. On vous écoute dans une correspondance que vous avez réalisée à l'époque. L'histoire continue d'accélérer à Moscou. Réunion ce matin du Soviet suprême de l'Union soviétique. C'était une session spéciale convoquée par le président d'Assemblée, Anatoly Nikolaï Loukyanov, dans le but, soupçonne-t-on, de faire approuver les mesures prises par le comité de l'état d'urgence. Évidemment, c'était dans l'hypothèse... Alors, c'est vous, Marc Laurenteau, dans une conversation que vous faites alors que vous êtes correspondant à Moscou. Vous êtes là-bas pour couvrir le coup d'État de 1991. Marc, pourquoi c'est passionnant pour vous? Ça, c'est un moment très important de l'histoire récente. Je vous donne tout l'historique de ça, puis en précisant certains faits. D'abord, j'étais à l'émission de Le Bigot. Je faisais la revue de presse. Et l'été, je faisais souvent des grands voyages comme ça. Et j'étais allé, à partir du Japon, j'étais allé à Pékin, puis j'avais pris le transsibérien. J'arrive au moment du coup d'État. Tout le monde avait quitté, c'était le 19 août, parce qu'on se dit, il ne se passe rien le 19 août à Moscou. Et là, ce n'était pas mon premier voyage. Au total, j'en aurais fait 6. Mais je m'intéressais beaucoup. Je faisais même des travaux universitaires là-dessus en vue d'un doctorat. J'avais fait 2 ans de scolarité. Je n'ai pas fait la thèse, mais je m'apprêtais à la faire, sur la glasnost. Ce qui me paraissait l'affaire, c'est-à-dire le changement. La période d'ouverture, là, alors qu'on est encore en URSS. Oui. On est encore en URSS, mais là, les gens commencent à croire aux journaux. Ça n'est plus la Pravda, c'est d'autres journaux qui paraissent et dans lesquels on dit les vraies choses. On dévoile des scandales de viande avariée, etc., certaines combines politiques, plutôt que de répéter les ribambelles, les histoires comme quoi le président du Parti communiste de telle région est allé visiter un kolkhoz et que pas la récolte, mais la livraison de lait a été très bonne à ce kolkhoz. Le discours officiel du parti. Voilà, donc, la presse se libère, ça vous passionne et vous vous retrouvez là, vous, à couvrir cet événement-là. C'est majeur, bien sûr, parce que l'histoire va être transformée par ça. Bien sûr, c'est la fin de la guerre froide. On imagine, comme Fukuyama l'écrivait en 92, que c'est la fin de l'histoire. Il s'est trompé, parce qu'on est encore là-dedans aujourd'hui, avec l'invasion de l'Ukraine. On est dans une vraie distanciation entre la Russie et l'Occident, la Russie qui est alliée avec la Chine. Marc, dans un contexte où le travail des correspondants est extrêmement difficile. Tamara Teresco, qui était correspondante et Radio-Canada, avait un bureau en Russie depuis de nombreuses années. C'était très important. On a dû fermer le bureau récemment, vous l'avez bien vu. Le journalisme est quelque chose qui vous passionne. Vous l'enseignez d'ailleurs depuis 1995. Quel avenir? J'enseignais à Tamara Teresco, entre autres. C'est drôle, hein? Ouais. Comme retour. Mais ce qui se passe, c'est que on y a cru. Et j'ai écrit et dit à l'époque, c'est fini le contrôle des médias. C'est fini la lourde chape de plomb sur les médias. Ils vont pouvoir s'exprimer. Et on voyait, il y avait dans les journaux une liberté d'expression. Sous Gorbatchev, ça a continué. Sous Yeltsin, on a eu un bel espace de liberté. Et ça s'est gâté par la suite. Même des gens sérieux comme Jacques Lévesque, le grand soviétologue, disaient c'est irréversible. Moi, j'y croyais. Pour moi, c'est un rendez-vous manqué. Je pensais que la Russie deviendrait un pays démocratique. C'était clair. Et c'est ce que j'écrivais, c'est ce que je rapportais. Et c'est ce qui n'est pas arrivé, là. On est aux antipodes, véritablement. C'est-à-dire que, comme j'ai déjà dit, Poutine a restalinisé les médias, complètement. Et là, c'est encore pire depuis l'invasion de l'Ukraine, parce que les quelques médias indépendants ont été obligés d'arrêter. Il y avait des journalistes assassinés pendant tout ce qui a précédé, des journalistes assassinés. BFM TV a vu un correspondant sur place tiré avec désinvolture par l'armée russe. Mais on aurait dû voir venir tout ça. Dès que Poutine a été mis au pouvoir, c'est un homme de loi et l'ordre et c'est un homme qui ne pouvait pas tolérer... Mais on y a cru. Vous vous souvenez comment les journalistes et les politiciens l'ont accueilli à bras ouverts? Il disait qu'il allait apporter une politique plus libérale, on l'a une plus cru grande ouverture. Vous avez raison, les gens l'ont cru. Dans un discours,
C'était au Bundestag. Les Allemands ont été, il a parlé en allemand, ont été emballés par l'ouverture qu'il manifestait. Et quand je suis allé à Saint-Pétersbourg et Moscou, je pense que c'était en 2003, avec Anne-Marie d'ailleurs, on a fait des entrevues. Et ce qu'on nous disait, mais c'est un europhile et il permet l'émergence d'une classe moyenne. Ça, c'est extraordinaire. Mais on se trompait. C'est-à-dire que c'était en réalité un autocrate, un kleptocrate. Cette richesse-là, ce manoir que Navalny nous a fait voir dans un document, cette captation de la richesse, n'oublions jamais que c'est la richesse du peuple russe. Les oligarques sont des gens qui se sont fait donner, sans avoir de compétences particulières, les usines, les médias, la production de gaz et de pétrole. Oui. C'est plusieurs emploient ce mot maintenant, c'est pas exagéré, c'est une kleptocratie. Alors, il y a ça qui est choquant maintenant. Et une qui l'a vu venir en 2004, c'est Anna Politkovskaya. Elle a écrit un livre sur Poutine et uniquement là-dessus, où elle fait véritablement son portrait. Et le portrait qu'elle traçait en 2004, c'est le portrait que j'ai vu tracé dans un documentaire à RDI hier soir. Un autocrate, un kleptocrate, aucune ouverture. Il ne répond qu'à la force. Oui, ça y a coûté cher. Et ça, plusieurs politiciens qui l'ont rencontré disent ça. Oui. Alors, on s'est trompé en croyant que c'était un europhile, quelqu'un d'ouvert, etc. Annexer un pays, déjà, on parle de crimes de guerre, il y en a là, sur le terrain. Tuer des civils, c'est inadmissible. On est censé s'affronter armée contre armée. Tuer des civils, c'est inadmissible. Mais envahir le pays voisin sous un prétexte... totalement fallacieux. Ce sont des gestes qui ressemblent à ceux on est déjà dans le crime. C'est ce que vous disiez. Comment on fait pour ne pas se tromper? Il reste 1 minute 22 à notre entretien. Comment on fait pour ne pas se tromper quand on est journaliste? Parce que vous dites, on s'est trompé. Je me suis trompé. Je me suis trompé, effectivement. Je n'ai pas été le seul, parce que les signes apparents en étaient d'ouverture, puis personne ne prévoyait. Poutine est arrivé, là, c'est au fond... Yeltsin qui l'a fait sortir, qui l'a fait émerger. Oui. Comment on fait pour ne pas se tromper, Marc? On peut toujours se tromper. Il faut rectifier. On ne peut pas ne pas se tromper. C'est la chose importante. Mais le rôle des correspondants, maintenant, c'est leur fonction maintenant, c'est de nous dire, voyez, on vous leurre, là, présentement. Et de démasquer la désinformation. On est dans une période de grande désinformation. Et de débusquer à chaque fois qu'on la trouve et de la documenter, la désinformation, pour dire ce qu'on vous dit, il faut regarder cette image, regarder ce texte. Ce qu'on vous a raconté, c'est des balivernes. Et ça modifie le rôle des correspondants qui autrefois rapportaient des batailles, de l'équipement.